Bon, mais je pense qu'on va s'y mettre en route. Qu'en pensez-vous, Monsieur Boulard? Eh ben, tout à fait, Cécile. OK, ben on a 45 participants. Je pense qu'il y a des gens qui vont reprendre en cours de route. Donc, eh ben, déjà, je suis très, très content de vous accueillir hein, au nom des chambres d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne. Donc, comme l'a dit Cécile, c'est certainement un mal pour un bien parce que c'est vrai qu'en physique, vu les distances et la complexité des fois d'organisation, on n'aurait peut-être pas la qualité du panel d'interlocuteurs qu'on a autour de cette visio webinaire sur le stockage de l'eau. Je vous accueille tous. Je vais citer personne parce que en plus j'ai pas la totalité du diaporama des personnes et j'oublierai obligatoirement quelqu'un. Surtout accueillir nos trois intervenants de la matinée. Donc, je pense que Cécile nous dévoilera le programme de la réunion derrière, mais accueillir Monsieur Louchard, Monsieur Bossan et Monsieur Schneider. Je pense qu'ils sont tous les trois là, hein, Cécile. Voilà. Oui, Bon. oui, Donc, on est vraiment dans la continuité de la visio du 13 janvier, hein, où vous ont été présentés ce qui se faisait chez nos voisins bourguignons sur le département de la Côte d'Or. Donc là, dans le cadre de cette visio, on va changer un tout petit peu de région. On monte sur la région centre et on est dans le Loiret, qui, qui justement a certainement une longueur d'avance dans cette démarche justement d'approche de stockage de l'eau et justement de gestion de l'eau. Moi, je rappelle toute l'importance qu'a vraiment l'eau. Hier, on était en réunion de personnel. C'est une thématique que l'on a abordée, l'eau et la biodiversité. Hein. Je pense on peut pas dissocier les deux choses. Et il faut vraiment par rapport à la société, que l'on soit vraiment interactif pour présenter justement tous les besoins en eau. Hein. Je rappelle quand même que même nous, sans eau, on ne vit pas et qu'on est constitué quand même de 2 tiers d'eau. Hein. Donc, c'est un sujet qui nous importe énormément. Et d'un côté plus économique, mais ça, on va le voir tout au long de la présentation, tout l'intérêt de l'eau. Pour revenir un tout petit peu au niveau du département de l'Aube, on voit bien que toutes les productions de qualité du nord du département sans eau ne pourraient pas se faire. Il y a d'autres zones du département aujourd'hui qui sont très affectées. Donc, l'objectif un petit peu de ces et pas qu'un petit peu, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais le réel objectif, c'est de faire prendre conscience et de voir dans quel sens on peut évoluer justement demain sur des projets concrets au niveau de l'Aube et de la Haute-Marne. Voilà, donc Cécile, suite à cette intervention, je te laisse nous présenter le programme et puis organiser et lancer. Donc je rappelle aussi, mais tu le feras aussi, que par l'intermédiaire du chat, justement, vous pouvez poser des questions, intervenir. Et vu la qualité du panel, on verra qui vous répondra en fin de réunion. Et puis, c'est mon collègue de la Haute-Marne, membre du bureau de la Chambre de Haute-Marne, Bernard Flammarion, qui clôturera cette vision. Donc, voilà, je vous souhaite une belle présentation. merci, Monsieur Boulard. Juste les petites consignes d'usage pour que ça soit confortable pour tout le monde. Je vous invite à bien couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. Si vous voyez que ça yoyote au niveau du son, le conseil, c'est de couper votre image. Ça peut redonner de la fluidité pour le transfert de données. Quoi d'autre? Donc, le chat, le petit onglet discussion, pour ceux qui ne sont pas très habitués à Zoom, c'est en bas de l'écran, au milieu.
c'est une petite bulle marquée discussion. Donc, d'ores et déjà, je vous invite à dire qui vous êtes par ce biais de la discussion. Donc, vous mettez votre nom, prénom et de quelle structure vous êtes. Ça va nous aider pour mieux savoir qui était avec nous ce matin. Donc, voilà, je vous mets déjà à contribution chacun et je vous en remercie. Donc, on a 3 interventions et on a prévu un temps d'échange de questions après chaque intervention. Comme on va être quand même assez nombreux, on va privilégier les questions écrites. Et c'est Clara, qu'on ne voit pas trop, mais qui est sur l'image avec la grande table, qui nous fait coucou. Tu te remettras peut-être avec ton ordi, on te verra mieux en cours de route. Donc, Clara, qui est ma collaboratrice, qui est basée à Troyes, Clara Grebeau, qui m'épaule pour ces visios. C'est Clara qui nous fera la synthèse des questions après chaque intervention. C'est elle aussi qui est à l'œil sur la montre. Globalement, on a prévu une vingtaine de minutes pour chaque intervention. On est large, on est tranquille. On devrait être quitte pour 11h30. Donc, on va essayer de tenir les délais pour que chacun puisse tenir son planning. Donc, voilà, donc focus sur le Loiret ce matin. On vous emmène tous avec nous et on va écouter avec beaucoup d'attention, dans un premier temps, Benoît Louchard, qui a été mon premier interlocuteur et je l'en remercie. C'est notre référent national sur l'irrigation et donc il va nous faire part de son expérience sur le Loiret et plus, 3 petits points. Et c'est grâce à lui que j'ai pu contacter M. Bossan et M. Schneider. Donc, je pense que c'est un beau trio très complémentaire, je pense, et j'ai hâte de vous écouter et de vous faire, de faire participer de nos invités. Je vous laisse la parole, Monsieur Louchard. Très bien. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis celui qui est derrière le masque là. Donc, avec Sébastien Méry, que je remercie d'être présent. Sébastien Méry est le vice-président de la Chambre d'agriculture du Loiret. Pour la casquette Chambre d'agriculture, il en a d'autres. Et donc, Sébastien Méry a suivi intégralement le projet territoire pour la gestion de l'eau et il l'a vraiment soutenu à fond, si je puis dire. Eh bien, Sébastien, je vais te laisser faire l'introduction et puis te présenter aussi peut-être. Eh ben, bonjour à tous. Donc Benoît a résumé mes fonctions au sein de la Chambre d'agriculture. Je suis l'élu référent gestion de l'eau pour la Chambre d'agriculture du Loiret. Je travaille en binôme avec Benoît. On forme un binôme sur ce sujet-là. Et je vais dans un premier temps commencer par introduire le contexte du PTGE. Vous situez la région du Puiseaux-Vernisson, qui est au sud de Montargis et qui, je dirais, pas très éloigné de l'Aube et de Troyes, ce bassin. Voilà, donc en fait, le PTGE a pu réussir aussi sur le Puiseaux-Vernisson parce que les hommes ont su se mobiliser autour de ce dossier, je dirais sensible de la gestion de l'eau, pour pouvoir aboutir à des solutions. Et dans un premier temps, avant de commencer, j'aimerais remercier, alors c'est une liste non exhaustive, mais des personnes qui ont pris le dossier à bras-le-corps et qui sont senties partie prenante. Donc, je voudrais remercier Benjamin Bossan, Francis Schneider et Monique Bévière, qui ont vraiment pris ce dossier à bras-le-corps avec la Chambre d'agriculture du Loiret pour le soutenir et pour l'amener à bien, quoi. Donc, après, pour introduire la présentation et pour situer le bassin du Puiseaux-Vernisson, en haut, à gauche, en haut sur la carte, on a la ville de Montargis. Et en fait, ce bassin-là se situe au sud de Montargis, sur deux rivières qui sont le Puiseaux et qui sont le Vernisson. Hop, la souris. Ah, c'est toi, Benoît, qui sait mieux que moi.
Donc le Puiseau et le Vernisson, il y a un bassin versant de 24 000 hectares. On a 10 000 hectares, c'est que de la grande culture, 4 500 hectares qui sont drainés. Alors sur ce secteur, on a des crues hivernales pouvant provoquer des inondations et des inondations qui peuvent aussi se répercuter même sur des zones urbanisées qui sont en aval de ce bassin. Et surtout une irrigation qui est non garantie du fait de restrictions fréquentes pendant l'été. Ces restrictions peuvent limiter aussi le potentiel de diversification des cultures sur ce secteur-là. Donc, il y a vraiment eu une prise de conscience collective par les agriculteurs. L'objectif visé, c'était un bon état des masses d'eau. Et on a vraiment eu un collectif qui, de longue date, a réfléchi à des solutions, et notamment pour les agriculteurs, pour eux, il leur apparaissait évident que le stockage d'eau pouvait être une solution efficace pour pouvoir pallier justement à ces coupures, à ces restrictions potentielles pendant les périodes d'étiage, et de pouvoir aussi amener un atout économique pour leurs fermes et un atout aussi de diversification dans une agriculture qui aujourd'hui est en mouvement. Et donc, cet accès sécurisé à l'eau peut leur permettre d'aller chercher d'autres démarches sur leur exploitation. Donc, je fais à l'envers. Donc, le petit rappel du contexte pour le groupe d'agriculteurs, c'était bien sûr de stocker l'eau en période hivernale pour réduire des prélèvements en nappe l'été, pour éviter l'impact sur la nappe durant ces périodes d'étiage, de reconstituer aussi des zones humides en complément des réserves d'irrigation. Les agriculteurs ont pris la volonté de laisser des hectares en zone humide pour pouvoir rétablir comment ça s'appelle, l'intérêt d'une zone humide sur le bassin. L'irrigation aussi de gérer. Ils ont pris à bras-le-corps de gérer au mieux cette eau pour assurer le développement économique de leur exploitation face au changement climatique et la protection de l'environnement. Je dirais même en récupérer, parce que là c'est basé principalement sur de la récupération aussi d'eau de drainage, donc d'eau de drainage qui à certains moments de l'année peuvent être plus ou moins chargés en éléments indésirables. Et en fait, ils sont partis du principe en disant on va stocker cette eau-là et la réutiliser l'été sans la rejeter directement dans le milieu. Donc, c'est vraiment. Après, le projet a été raisonné avec l'ensemble des acteurs du territoire, des intervenants sur l'eau, où de nombreuses réunions, de nombreux COPIL ont permis de discuter, d'échanger, surtout d'apprendre à se connaître aussi, parce qu'on a chacun au niveau de l'eau a ses idées et ses attentes un peu particulières. Je dirais, nous, en tant que profession agricole, bien sûr, l'eau, on la voit comme un outil économique, un outil aussi qui nous permet de remplir les objectifs de souveraineté alimentaire de notre, que ce soit de notre pays, de la France. Donc, on le voit comme ça, mais il y a des intervenants autour de la table qui ne sont pas toujours sur les mêmes lignes. Voilà, et c'est très important de chacun apprenne à se connaître, discute, explique aussi l'intérêt de la gestion de l'eau, l'intérêt de l'irrigation pour l'agriculture. Et vraiment, ces échanges se sont très bien passés avec, je pense, une acceptation aussi du projet par l'ensemble des parties qui étaient présents autour de la table. C'est à toi, Benoît. Donc, merci. Je vais laisser la parole à Benoît pour continuer la présentation du plus technique en termes de montage, cette fois-ci, de projet.
Bon, je vous propose cette fois-ci une définition très succincte de ce qu'est un projet de territoire pour la gestion de l'eau. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il s'agit d'un projet collectif. Donc, c'est bien dans cette dimension-là qu'il faut le considérer, et sur un territoire donné, qui donc projet collectif qui vise la restauration donc, de masse d'eau sur le territoire, et donc on parle bien de tous les usages confondus. C'est-à-dire que dans ce comité de pilotage, on va vous présenter ensuite la liste des participants. Pour constituer le projet de territoire pour la gestion de l'eau, étaient bien réunis, comme l'a dit Sébastien Méry, tous les acteurs de l'eau du territoire. Finalement, on peut s'apercevoir que ce comité de pilotage ressemble en grande partie à ce qu'on appelle, nous, dans les SAGE, une commission locale de l'eau, dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Pour constituer un projet de territoire pour la gestion de l'eau, ce qui est très important aussi à considérer, c'est l'étude du territoire qu'il faut constituer. Cette étude de territoire, vous allez voir aussi ce qu'elle contient concrètement. Sachez que la Chambre d'agriculture a accepté d'en assurer la maîtrise d'ouvrage avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté politique locale qui s'est ajoutée aussi à toute la dynamique territoriale, et la Chambre d'agriculture a accepté donc de financer aussi la partie non prise en charge par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Voilà. Donc le comité de pilotage, vous voyez, comme je vous le disais, pas de surprise finalement, il y a tous les acteurs de l'eau du territoire, et ça ressemble grandement à une commission locale de l'eau d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur ce territoire. Donc est présent le SAGE nappe de Beauce, et c'est ainsi qu'il nous est paru, je pense, assez logique, je me retourne vers Sébastien Méry, mais de laisser la présidence de ce comité de pilotage à Mme Bévière, qui est donc la présidente du SAGE nappe de Beauce. Vous voyez donc, sont présents, alors j'ai écrit AFB, retenez maintenant OFB, excusez-moi, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, évidemment, donc la DDT du Loiret, avec à l'époque M. Bossan qui est présent et qui interviendra ensuite, et puis bien sûr donc DREAL, Fédération de pêche, le Conservatoire des espaces naturels, nous évidemment la Chambre, l'OUGC, il y a bien évidemment aussi un organisme unique sur le territoire, le Conseil régional, qui politiquement aussi a lancé une impulsion pour que ce projet commence à sortir de terre. Conseil départemental, alors le CIVLO, c'est un syndicat intercommunal d'une rivière. Les irrigants qui étaient intéressés pour construire des réserves, la Caprogas, une coopérative locale, enfin plus ou moins locale d'ailleurs, le groupement de développement agricole, Loiret Nature Environnement. Excusez-moi, on entend comme un petit bruit de fond. Est-ce que c'est par chez vous, Monsieur Louchard, peut-être C'est possible. On est dans des bureaux qui sont assez peu, on va dire, étanches. Tous les micros sont parlants. Voilà. Sur le lancement de l'étude donc du PTGE, voilà, vous allez voir concrètement ce qu'il y a dans cette étude maintenant. Eh bien, il y a déjà un état des lieux du territoire, avec la définition de diagnostic, stratégie, visant la restauration donc de la qualité des milieux, tout confondu. Et suite à ces stratégies, il y a donc la préparation d'un programme d'action, et bien tout simplement pour restaurer l'état des milieux. Okay. Il y a après là-dessus des éléments à considérer, c'est-à-dire que le préfet intervient à des phases clés de l'élaboration de cette étude de territoire. Voilà, donc nous avons mis en fait moins d'un an à faire cette étude de territoire. Bon, on a été un peu retardé avec le Covid, ce qui fait que concrètement, avec un lancement en juillet 2019 de l'étude de territoire, on arrive à un projet de territoire approuvé par le préfet au 23 juillet. Mais bon, on avait tout fini à peu près en février. Donc voilà le rétro-planning, donc validation déjà du cahier des charges par le comité de pilotage, lancement de l'étude en août, avec donc le diagnostic qui a été restitué en novembre, validé par le préfet par courrier le 8 janvier 2020. Donc ça, c'est prévu donc dans la procédure d'un PTGE. Il faut donc faire
soumettre au préfet le diagnostic. Ensuite, validation donc, des stratégies et en conséquence du programme d'action. Vous avez vu, ça a été assez vite, hein, c'est-à-dire que le programme d'action a été validé concrètement par le comité de pilotage au 15 janvier. Et puis ensuite, restitution le 18 février du rapport du PTGE, avec ensuite quelques échanges et allers-retours qui ont eu lieu en temps masqué entre février, bien sûr, et juillet, oui, visant la finalisation ensuite des actions. Sachez aussi que la commission locale de l'eau du Sage, Nappe-de-Beauce, a approuvé, hein, on a ajouté cette forme de présentation, c'est-à-dire qu'on a présenté aussi le PTGE en clé du Sage Nappe-de-Beauce, ce qui n'est pas une obligation. Et la clé a approuvé ce PTGE à la quasi-totalité, puisqu'il n'y a pas eu de vote contre, mais seulement 2 abstentions. Je précise qu'à cette commission locale de l'eau sont présents exactement aussi les acteurs que je vous ai présentés juste avant. Donc, dans les actions, je m'intéresse là ici aux actions principalement agricoles. M. Schneider complétera bien avec les autres actions. Hein. Nos interventions sont complémentaires. Donc, sur le projet de territoire, voilà le contenu des actions. Alors, en fait, ce sont des objectifs déclinés ainsi, donc 5 objectifs. Alors, l'objectif transversal, c'est surtout l'animation. Ensuite, il y en a un qui vise donc les étiages sur les cours d'eau, un autre qui vise le côté nappe d'eau souterraine, quantitatif. Le troisième se concentre sur la qualité des eaux souterraines et aussi la reconquête de la qualité des eaux de surface. Il y a un quatrième, on va dire, objectif plutôt transversal, et un cinquième visant donc les zones humides, la restauration de zones humides. Sur le côté agricole, donc là je vous fais vraiment la présentation uniquement hein, de ce qui peut intéresser le côté gestion quantitative. Voilà, concrètement, cette réserve d'irrigation alimentée par les eaux de drainage, l'objectif est de réduire, comme l'a dit M. Méry, les écoulements directs des eaux de drainage dans le réseau hydrographique, et donc de capter pendant la période la plus excédentaire ces eaux de drainage. La finalité, c'est donc la substitution, c'est-à-dire qu'on va en contrepartie arrêter des prélèvements en nappe, en eau souterraine, et ce qui aura comme conséquence des effets positifs, espérons-le, hein, c'est l'objectif, sur la sévérité des situations d'étiage. Cette réserve d'irrigation, vous voyez que les volumes sont de l'ordre de 50 000 m3, malgré une exception à 90 000 m3 quasiment. En parallèle, des parcelles ont été mises à disposition pour constituer donc, des zones humides. Ces réserves d'irrigation sont toutes gérées par une CUMA. On a constitué aussi dans le temps masqué autour de ce projet de territoire la CUMA du Vernisson. C'est un choix hein, d'avoir constitué une CUMA d'irrigation. D'autres structures auraient pu être envisagées. On pourra en discuter ultérieurement. Je mets pas mal de documents aussi sur nos plateformes d'échange APCA. Mais non, nous, dans le département, nous avons fait le choix d'une CUMA d'irrigation. J'en ai terminé pour cette intervention. Alors, non, je voulais vous dire aussi, actuellement quand même, 2 réserves sont terminées. On a commencé les travaux suite à la validation en juillet 2020, donc les travaux sont partis dans la foulée. Le montage financier, c'est la Chambre d'agriculture qui a aidé aussi la CUMA d'irrigation à constituer les demandes de financement auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, je l'indique. Et donc là, la 3e réserve est en travaux. Donc 2 réserves devraient être du moins pour partie opérationnelles et utilisables dès cet été. Ce qui fait que concrètement, malgré les longues réflexions qui ont pu avoir lieu par le groupe d'agriculteurs à la base, hein, au final, en 1 an, on a fait l'étude de territoire et espérons qu'en 1 an, les 7 réserves soient construites. Il nous aura fallu ainsi 2 ans.
Voilà. Je laisse la parole, je pense, à Monsieur Bossan. Donc, il faut que je m'éjecte aussi du partage d'écran. On va peut-être Échanger sur les questions. Okay. Oui, voilà, allez, avant d'enchaîner, sauf s'il n'y a pas trop de questions. Ok, alors, coût. Alors, le coût, pardon. On ne t'entend pas, Clara. Bon, je lis. Ton micro. Il y a deux questions sur lesquelles on va revenir, en fait. Je lis les questions en même temps que vous. Du coup, sur le côté financier, l'Agence de l'eau a prévu de nous en parler, y compris sur les actions non agricoles. Hein. Donc, je laisse d'ailleurs l'Agence de l'eau, Monsieur Schneider, hein, si ça vous va. Par contre, juste l'étude de territoire, je pense qu'elle n'était pas dimensionnée dans votre présentation. L'étude de territoire est à 50 000 €. Bon, eh bien, et c'est des réserves de combien de mètres cubes? Vous les avez vues, hein, donc sur le PowerPoint que je vous remettrai, les réserves sont de l'ordre de 50 000 mètres cubes et avec une réserve de 60 000 mètres cubes environ et une autre de 90 000 mètres cubes. On est sur des réserves de taille moyenne, on n'est pas sur les grandes bassines de l'ouest vendéen et Marais Poitevin. Je laisse la parole donc à Monsieur Bossan. Ça marche. Et merci à vous deux. Hein, j'en profite puisque j'ai la parole. D'avoir accepté de participer et dans des délais plutôt contraints. Du coup, on aura, vous rentrerez aussi dans le détail par rapport à des exemples de programmes, enfin, d'actions qui sont dans le programme d'action, je pense. Francis Schneider a prévu de vous faire une présentation un peu détaillée là-dessus. Parfait, merci. Voilà, on t'est clé tous les trois pour ça. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Ça m'a permis. Alors moi, j'ai effectivement été le DDT du Loiret jusqu'à l'été 2019, donc plutôt au moment de la réémergence de ce projet, qui est un projet un peu ancien. Je vais en dire deux mots. Et je suis depuis donc 18 mois le DRAF de l'Île-de-France, qui a cette particularité de représenter les services du ministère de l'Agriculture dans les instances de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et en fait, on verra que c'est finalement assez raccord avec la suite du projet, puisque dans la vie du projet, le lien avec l'Agence de l'eau et l'administration a continué au-delà de l'année 2019 où j'ai quitté le Loiret. Voilà. Ce que Benoît nous a décrit comme quelque chose d'assez idyllique, en fait, quand on a été prêt, effectivement, il a parlé de juillet 2019 et de 18 mois à partir de cette date-là. En fait, il faut quand même rappeler qu'il y avait eu de longs préliminaires avant. Le collectif d'agriculteurs, il travaillait sur ce sujet-là depuis un certain nombre d'années. Enfin voilà, il se constituait, le projet mûrissait, un coup de sécheresse, il reprenait du poil de la bête, un été humide, on en parlait un peu moins. Enfin voilà, c'était dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Et puis, ça s'est fait. Il y a eu à un moment une impulsion du préfet. On verra que l'impulsion du préfet, elle est assez PTGE compatible. Il y a eu une impulsion en 2017. En fait, on sort des inondations calamiteuses de 2016 et de la crise majeure qu'ont subi notamment les agriculteurs dans le Loiret. On avait de l'été 2016 à l'été 2017 des réunions d'une cellule régionale agricole autour du préfet avec tout ce qui compte de décideurs dans la région pour traiter des questions relatives à la crise agricole. Et puis, au bout d'un moment, évidemment, on a ressenti le besoin de se mettre sous la dent des dossiers où l'on construit ensemble après un an de cellules de crise.
Et donc, à ce moment-là, deuxième semestre 2017, ça devait être en juillet 2017 de mémoire, le préfet de région convient avec le président de la chambre d'agriculture qu'il faut mobiliser ses équipes pour accompagner un projet relatif au stockage de l'eau. Voilà, en gros, la cellule régionale agricole, la cellule de crise agricole, elle est devenue une cellule régionale agricole. On a dit, bon, maintenant, travaillons ensemble sur un certain nombre de sujets et on construit l'avenir. Donc, il y avait un groupe qui était piloté par une organisation professionnelle agricole sur la question du foncier. Et puis, on décide d'avoir un groupe sur le stockage de l'eau. Et ce qui évidemment plaisait au président de la Chambre, qui avait ce collectif d'agriculteurs qu'il sollicitait sur l'émergence d'un projet collectif de retenue. Et voilà, donc en gros, il sollicite le président de la Chambre et il ordonne à son DDT de mener à bien le projet. Donc exécution. Et donc comment est-ce que comment est-ce que une fois qu'on a décidé de se retrousser les manches et de faire sortir le projet, qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors, quels sont les éléments qui nous cadrent? Il faut se souvenir, tout ça est effectivement un peu ancien. Je vous disais qu'on avait des porteurs de projets qui réfléchissaient à ce projet-là depuis un certain nombre d'années. Mais on a aussi, juste avant qu'on se remette l'ouvrage sur le métier, on a un moratoire qui est décidé sur le financement des retenues par la ministre de l'écologie en 2014, parce que un projet de retenue bien plus grande échelle que le nôtre, le barrage de Sivins, se passe très très mal, des affrontements forts avec le décès de quelqu'un. Le barrage de Sivins, c'est 1,5 million de mètres cubes, donc on ne joue pas dans la même cour que ça présentait Benoît, mais ça n'empêche que ça tétanise, et surtout ça introduit un moratoire qui est levé par la ministre de l'écologie en 2015 et qui revient sur les possibilités de financement public des retenues à condition qu'on construise ensemble, en mettant tout le monde autour d'une table, dans le but de régler les problèmes avant qu'ils ne se posent, et éviter des affrontements une fois que le projet est sur la table. Voilà. Et donc naît le principe du comité d'un comité de pilotage, idéalement centré autour d'une commission locale de l'eau. Et donc là, c'est les graines la germination des PTGE en 2015. Et puis, on a un autre élément de cadrage dans lequel on s'inscrit, qui est celui du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie, qui est un document de planification qui fixe des orientations qui ont pour but d'atteindre les objectifs de bon état des eaux. On retrouve dans ce stage les orientations qui nous ont guidés pour faire aboutir notre projet. Comme ce petit diaporama, il a vocation à pouvoir vous être remis, on a fait quelques copier-coller de dispositions ou d'orientation du stage sur lesquels je vais passer vite, pour m'arrêter ensuite sur la manière dont on se les est appropriés. Donc, qu'est-ce que dit le SDAGE? Le SDAGE, il parle de gestion concertée, il parle d'encouragement à la diminution des prélèvements, il parle de faire attention à l'évolution des ressources et des besoins en eau. Et puis, vous voyez, il y a une disposition où le mot contractualisation, il intervient une demi-douzaine de fois, ce qui induit pourquoi j'ai mis cette disposition-là? C'est parce que ça induit de travailler à plusieurs dans le cadre de schémas d'aménagement et de gestion des eaux, par exemple, et contractualiser. Souvent, on contractualise avec l'appui de l'agence de l'eau. Francis Schneider reviendra dessus tout à l'heure. Alors, moralité, comment est-ce qu'on s'y est pris une fois que on avait en toile de fond les
objectifs qui étaient les nôtres fixés par le SDAGE. Alors déjà, Benoît vous l'a dit, pour le territoire, on avait quelque chose d'assez cohérent, qui était un petit bassin versant avec un collectif d'agriculteurs qui était mobilisé sur le sujet. Donc on avait déjà la première pierre du PTGE, qui était de savoir sur quel territoire on va travailler. Ensuite, il faut assurément s'intéresser à l'ensemble des usages de l'eau. Il faut faire attention à ne pas réduire le PTGE à un projet de retenue. Le PTGE n'est pas un projet de retenue. Dans notre cas, et vraisemblablement aussi, si vous décidiez, certains d'entre vous, de lancer dans une démarche comme celle-ci, évidemment que ça serait une motivation sûrement forte pour l'émergence du PTGE, mais vous verrez tout à l'heure, Benoît vous en a donné un avant-goût, mais vous verrez tout à l'heure avec l'intervention de Francis Schneider, qui est le directeur délégué de l'Agence de l'eau, qu'il va nous présenter un certain nombre de mesures du plan d'action du PTGE, qu'on s'est intéressé à bien d'autres aspects que les seuls retenus. De mémoire, il y a une vingtaine d'actions dans le PTGE et les retenues, c'est une des 20 actions. Donc, assurément, on s'intéresse aux autres usages de l'eau sur ce territoire. Et puis, on avait la chance, hein, on avait quand même pas mal d'indicateurs finalement qui étaient au vert, d'avoir une commission locale de l'eau, présidée par Madame Bévière, et qu'on voit sur cette photo, elle est à la droite de Francis Schneider que vous voyez dans cette grande table, et en fait, elle est prête à accueillir les échanges du PTGE. Et ça, c'est important parce qu'on a autour de cette table, vous reconnaissez Sébastien Méry au premier plan, qui est le vice-président de la Chambre, mais vous avez autour de la table les agriculteurs, les représentants des agriculteurs concernés, des élus locaux, des représentants d'associations. Donc, on a vraiment, on avait la chance de ne pas avoir besoin de créer ex nihilo une structure, puisqu'on avait la commission locale de l'eau et qu'elle était prête à nous accueillir. C'est pas tout, en fait, d'avoir cette commission locale de l'eau. Il faut clairement avoir des gens qui s'en saisissent et qui acceptent d'y passer du temps. C'est pas tout d'avoir la présidente de Clé qui vous dit: «Je vous donne les clés du camion, installez-vous, et utilisez ma liste de diffusion pour mettre les gens autour de la table». Il a fallu très clairement qu'elle se mobilise, et typiquement, un truc tout bête, mais il y a un moment, on a eu un coup d'arrêt pendant quelques semaines parce qu'il y a un des vice-présidents de la Clé qui avait mis son veto sur le projet. Quelqu'un qu'on voyait jamais dans les réunions de bureau de Clé, qui est arrivé un jour pour dire moi vivant ça se fera pas. Donc il a fallu ça nous a un peu voilà, mais dans la vraie vie c'est ça, hein, c'est-à-dire que voilà, et il vaut mieux qu'ils nous le disent avant qu'on ait commandé les pelles et lancé des projets, plutôt qu'après où ça nous aurait plongé dans un abîme de perplexité. Bon, on a travaillé avec ce vice-président de la Clé. Il a quitté ses fonctions, ça n'avait rien à voir avec ce projet-là, mais donc ça a permis à la présidente de la Clé de remonter au créneau derrière. Et puis il faut des agriculteurs motivés. Là, vous avez une photo de Christian Charpentier qui est l'un des agriculteurs concernés par le projet, et qui a passé évidemment de nombreuses heures. Et puis voilà, il faut quelqu'un, des techniques comme Benoît et les membres du bureau de la Chambre qui acceptent de mobiliser quelqu'un de leur équipe, même si il est à un moment soutenu financièrement, c'est pas le cas au moins au début. Donc il faut une chambre d'agriculture par exemple mobilisée, il faut un directeur d'agence de l'eau qui dit OK, on y va, parce que dans un certain nombre de structures, les projets de retenue, ils sont regardés en disant: «Est-ce que vous êtes bien sûr que c'est nécessaire ?» quoi. Donc, il faut avoir un collectif de gens mobilisés pour y aller. Et puis,
il faut être prêt, et donc ça, c'est pas toujours évident, hein, mais à partir du moment où on fait un projet de territoire et on regarde tous les usages de l'eau, il faut être prêt à ce que d'autres que les agriculteurs, concernés, intimement par le projet de création de retenue, qu'il faut être prêt à ce que d'autres aient des projets, des idées, des avis, sur le territoire, et voilà, on n'est pas dans l'idée pour vivre heureux, vivons cachés. Là, très clairement, on se dévoile, on parle de comment est-ce qu'on travaille. Heu, vous avez vu aussi dans les dispositions d'usage, et puis, Francis Schneider a prévu d'en redire un mot, après, qu'on a très clairement dans un PTGE le souci de l'économie de la consommation d'eau, et donc le souci de la sobriété des usages de l'eau, hein, on parle évidemment d'irrigation, mais on parle de tout type, d'usage de l'eau par les collectivités, les industriels, mais voilà, on a ça en toile de fond. Et donc ça commence par toujours par un diagnostic de la consommation, d'eau, sur le territoire. Ça peut nous amener, enfin ça devra vous amener, à des travaux avec le conseil agricole sur les pratiques culturales qui permettent d'être plus robustes, face à la sécheresse. Et puis, ça va peut-être, sans le dire, mais ça va mieux en le disant, le PTGE, c'est une démarche contractuelle qui n'exclut pas du tout, l'agriculteur qui voudrait faire une retenue de faire son dossier, loi sur l'eau, avec sa DDT, préférée. Il y a des dossiers d'autorisation ou de déclaration qui restent, nécessaires, et à partir du moment où on parle d'un projet collectif, vous avez vu que, Benoît nous a rappelé qu'il y a une CUMA qui avait été constituée pour le projet. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde, essaye d'avancer à la même vitesse. Moi, je me souviens quand on a préparé la réunion, on s'est rappelé ce moment-là avec Benoît Louchard. La première réunion, où on relance le projet, fin 2017, après que le préfet, nous ait demandé, d'y aller franchement. Heu heu, on a des agriculteurs, là pour le coup, on la lance avec, spécifiquement, le monde agricole, donc les 7 ou 8 porteurs de projets, concernés, qui, certains disent: «Bon voilà, il serait temps qu'on y aille, hein, parce que nous on a notre autorisation pour créer la retenue, depuis un moment». Bah ouais, mais il y avait un certain nombre, il y en avait 2 agriculteurs, qui en fait, avaient pas mené à bien leur dossier, qui avaient eu des échanges avec la DDT, et puis ils avaient dit: «Oui, oui, je vais vous compléter mon dossier avec je sais plus quel élément», puis qu'ils l'avaient pas fait. Donc il faut que tout le monde comprenne que, on se tient les uns les autres, et que s'il y en a un qui est, en retard, il retarde l'ensemble du projet. Hem, le diagnostic que j'ai cité là, il est d'autant plus, nécessaire qu'en fait, il conditionne la suite, puisque, comme Benoît l'a dit, tout à l'heure, ce diagnostic, il est clairement, arrêté par le comité de pilotage, puis validé par le préfet. C'est-à-dire que c'est une étape importante dans l'élaboration du PTGE. Il faut, faire valider le diagnostic avant, in fine, lui faire valider le plan d'action. Alors, et je ne serai plus très long. Pendant, la vie, du projet, c'est-à-dire, depuis 2017, jusqu'à, 1re étape où vraiment on se lance dans le PTGE en juillet 2019, et aujourd'hui, l'intérêt, pour les PTGE n'a cessé de croître. La preuve, l'organisation de ce webinaire, aujourd'hui montre que voilà, c'est quelque chose qui intéresse. Et donc les PTGE, ils ont continué à être encouragés.
on va voir que dans le projet de SDAGE 2022-2027 qui va être mis à la consultation du public le mois prochain pour 6 mois, il y a des dispositions relatives au PGE. Donc, on a eu, vous voyez, très proche du dépôt du dossier de juillet 2019 dont Benoît Louchard parlait, il y a une instruction du gouvernement en mai 2019 qui cadre les services de l'État à qui on demande au préfet de mettre ses services mobilisés pour faire émerger des PTGE. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des instructions comme celle-ci en mai 2019 ou une déclinaison de cette instruction en quelque chose de très pratique auprès des services de l'État, on faisait le dos rond, Francis, la Chambre, les charpentiers et moi, en disant, oulala, est-ce que les nouveaux éléments de cadrage qui vont sortir vont pas venir nous obliger à reprendre notre copie? Bon, et c'est là où ça a été finalement assez intéressant que on ait par mon intermédiaire des yeux et puis par l'intermédiaire aussi de Francis qui est resté très vigilant tout au long de la vie du projet au sein de l'Agence de l'eau. C'était que quand il y a des dispositions qui sortaient, des éléments de cadrage, on a veillé à mettre, c'est la deuxième petite boulette de ma diapo, il y a carrément une phrase qui met que les projets identifiés sur le bassin Puiseaux-Vernisson s'inscrivent bien dans le cadre d'une démarche de PTGE. Enfin, en gros, qu'on ne se dise pas à chaque fois qu'il y a un nouveau texte qui sort, oulala, est-ce qu'il faut qu'on repasse notre projet sous les fourches codines de cette instruction? Bon, quand c'est écrit que le projet est raccord, c'est quand même plus facile pour nous et ça nous soulageait. Voilà. Dans le cadre du futur SDAGE, là, les PTGE, ils vont plus simplement être encouragés puisque dans les secteurs, il est prévu, hein, je parle du futur SDAGE comme s'il était approuvé, il ne l'est pas encore, mais dans ce qui est mis, qui est proposé à la consultation du public c'est que dans les zones où il y a de la tension sur les besoins sur la quantité de ressources, donc c'est des zones, en particulier les zones qu'on appelle les zones de répartition des eaux. Dans votre secteur, c'est plutôt dans le nord de votre zone qu'il y a des ZRE. Là, on le voit sur la carte que je mets. Mais alors là, en ZRE, c'est plus une recommandation, c'est le projet de SDAGE envisage que tout projet de retenue soit conditionné à l'existence d'un PTGE. Voilà. Donc c'est assez, enfin voilà, c'est fort, c'est-à-dire que c'est plus simplement, enfin c'est évidemment dans le but de régler les problèmes avant qu'après, mais voilà, c'est plus une recommandation. Ça serait une obligation. Et ailleurs, en fait, on ne parle pas de PTGE dans le projet de SDAGE, mais on parle de nécessaire. J'ai un concertation. Donc, il n'y a pas le formalisme du PT quand même. L'idée, vous avez un arrêt de son parce que mon téléphone. Est-ce que je suis revenu? Oui, c'est bon. Excusez-moi, parce que mon téléphone a sonné en même temps et donc il m'a pris la bande passante. Et donc, ce que je vous disais que hors ZRE, si le terme de PTGE n'est pas cité, c'est clairement celui de la concertation qui l'est. Et donc, s'il n'y a pas le formalisme du PTGE, l'idée est clairement la même. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. C'était pour voilà, l'idée c'était de vous préciser comment est-ce qu'on avait travaillé. Je pense que Sébastien Méry a rappelé dans son introduction l'importance d'avoir une équipe projet qui prend le dossier à bras-le-corps. C'est assurément indispensable et vraisemblablement le portage, c'est un représentant des agriculteurs qui
est prêt à faire le porte-parole pour ses collègues, parce que forcément, si à chaque fois que vous traitez avec les agriculteurs, ils sont 8 à venir, c'est 8 ou plus, si vous êtes plus, c'est lourd. Les services techniques de la Chambre, c'est sans doute assez imparable. Quelqu'un qui fait le lien entre les services de l'État, le préfet, voilà, la DDT, c'est bien hein, aussi, et l'agence de l'eau, vous allez voir dans la présentation que Francis va vous faire dans un instant, que effectivement c'est absolument indispensable qu'il soit avec vous dans toute la vie du projet et pas simplement au dernier moment quand vous allez arriver avec j'ai une bonne nouvelle pour vous, Monsieur Schneider, il me faudrait 1 million. C'est mieux s'il a été associé au projet avant. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bossan. Je vois que les claviers se sont déliés pendant votre intervention. Clara, qui est notre œil avisé, est-ce que tu peux relayer certaines questions qui pourraient être répondues par Monsieur Bossan ou Monsieur Benoît, dont j'ai oublié le nom, mais Louchard. Louchard. Il y a des questions techniques quant à la nature de vos sols sur la craie. Là, c'est peut-être effectivement Benoît qui sera plus à l'aise. Oui, donc les questions sur la craie, en effet, les sauts de ruissellement sur un système crayeux, c'est pas connu pour être très pertinent. En effet, hein, voilà, la zone de Champagne, naturellement, est, de ce que j'en vois de loin, de mes connaissances, une zone plutôt filtrante. Et c'est vrai que je pense que vos surfaces drainées sont très limitées. Vous me direz si je me trompe. Mais du coup, oui, vous aurez sans doute des difficultés pour trouver des ressources en termes de remplissage. On peut parler aussi de prélèvement en cours d'eau. Prélèvement en cours d'eau, c'est une solution, surtout quand des prélèvements sont aussi existants l'été. Après, ce sont des questions vraiment très techniques. Là, je pense qu'on est déjà dans des projets à des questions particulières. Peut-être que ce genre de questions et la réglementation, la faisabilité réglementaire, on pourra l'évoquer dans un autre format. Mais bon, il va falloir réfléchir en effet assez rapidement. Déjà, si vous envisagez ce genre de projet, à la faisabilité en termes de remplissage, en termes de sources d'approvisionnement en eau, et par rapport aux possibilités réglementaires, évidemment. Il y a une question sur les économies dans l'irrigation et les autres actions. Alors effectivement, contrairement sur les autres actions, je laisserai mes collègues qui ont construit le PTGE alors que j'étais plus là, vont peut-être en parler. Mais sur l'irrigation, on est dans un système sans doute assez différent de celui que vous connaissez. C'est que les agriculteurs concernés par le projet dans le Montargois étaient déjà des irrigants, et donc avait alors j'ai compris que vous étiez dans une démarche de sécuriser, mais qu'il n'y avait pas forcément aujourd'hui beaucoup d'irrigation dans votre secteur, hein, c'est ça, Cécile? Dans l'Aube, il y a un groupe d'irrigants existant. Oui, oui. D'accord. Et alors, dans le mais d'ailleurs, je crois me souvenir que Francis a prévu d'en parler dans sa présentation, mais il y a effectivement une condition de financement qui est, OK, vous aviez un quota, par exemple, de 100, un quota d'eau pour prélever dans la nappe de Beauce de 100, on vous finance si vous abandonnez ce quota de 100 et vous faites une retenue de 80, c'est ça, hein, je crois, Francis. Voilà. Et ce qui est important, parce qu'on ne l'a pas dit, pourquoi? Parce que vous allez vous dire, ils sont complètement starbés, les gens du Loiret. Ils sont assis sur une nappe et ils vont aller se créer une retenue, une baignoire sur la grosse baignoire. En fait, effectivement, vous connaissez la nappe de Beauce. Là, on est sur la périphérie est de la nappe de Beauce, donc avec non seulement on est sur la périphérie avec des conditions de remplissage qui sont un peu plus difficiles qu'en plein centre, mais surtout, on est dans un secteur de la nappe de Beauce où il y a pas mal d'exutoires. C'est-à-dire qu'il y a il y a le puiseau Vernisson. Quand on est en plein cœur, au milieu de la nappe de Beauce, effectivement, c'est une baignoire assez étanche. Et donc, les gens du Montargois, ils se retrouvent avec un
remplissage hivernal de la nappe qui est un peu plus compliqué qu'en plein centre. Donc, ils ont des quotas qui, ces dernières années, n'ont pas été maximisés. Et puis surtout, en période estivale, les sécheresses et l'existence d'exutoires, ce qui fait que de toute façon, quoi qu'il se passe, que vous irriguiez ou non, la nappe tout doucement va baisser puisque le puiseau, le vernisson sont alimentés. Et donc, ils se retrouvent fréquemment avec des interdictions d'irriguer 24-48 heures. Et donc, c'est ces éléments-là de quotas pas complètement sûr en fonction du niveau de remplissage de la nappe à la sortie de l'hiver et de risque et là pour le coup, risque avéré, hein, c'est-à-dire que régulièrement l'été, les irrigants du Montargois se retrouvent avec des interdictions d'irriguer quelques jours par semaine. C'est cette raison-là qui fait qu'ils ont voulu travailler à une sécurisation, mais qui est effectivement conditionnée à, on en revient à mon souci de sobriété dont je parlais tout à l'heure. Pour les autres actions, je ne sais pas si c'est Francis ou Benoît qui veulent dire un mot sur les économies d'eau dans les autres domaines. Alors, en fait, si je peux en dire un mot, j'y reviendrai tout à l'heure dans ma présentation, sans aller trop dans le détail, parce qu'il y a de nombreuses actions qui sont prévues au PTGE en matière d'économie d'eau. C'est d'ailleurs la majorité des actions qui tournent sur ce sujet-là. Par contre, il n'y a pas eu forcément de dimensionnement d'objectifs sur ces économies d'eau. Pour être clair, ça fait l'objet de discussions au sein du comité de pilotage et on n'a pas pu aboutir à un consensus pour obtenir des objectifs chiffrés. Mais ça n'empêche qu'il y a des actions. Et puis, Benjamin, tu le disais à l'instant, une chose importante, bien sûr, c'est la notion de substitution qui correspond en elle-même à une économie d'eau, puisque on va venir, en constituant ces nouvelles réserves, supprimer un prélèvement dans une ressource, la nappe de Beauce, qui est en déficit quantitatif. Et donc, par là même, on crée une économie de consommation d'eau sur le territoire. La question de monsieur ou madame Poilion, si j'ai bien compris, en étant ZRE pour les eaux superficielles, pas possible de faire une retenue individuelle hors PTGE. Aujourd'hui, c'est possible. Demain, avec le projet de SDAGE, s'il est approuvé, effectivement, en ZRE, on est conditionné soit à être dans le plan d'action du SAGE, avec clairement le projet clairement inscrit dans le plan d'action du SAGE, soit alors à faire un PTGE. Vous avez effectivement bien compris. Les volumes prélevables ont été déterminés. Alors, on a perdu Benoît. Je pense que sur les volumes prélevables, il sera peut-être à l'aise. Vous êtes là, Benoît? Donc, les volumes prélevables ont été déterminés pendant la phase d'étude ou étaient connus préalablement. En fait, la gestion quantitative de la nappe de Beauce depuis de nombreuses années permet d'avoir une assez bonne connaissance des volumes prélevables. Benoît, je crois qu'on peut répondre à ça. Oui, tout à fait. C'est sur le système nappe de Beauce, donc en effet, il y a de longues études. Les irrigants ont des quotas depuis 1999, des volumes prélevables. Suite à cela, la procédure OUGC s'est installée, mais sur une gestion quantitative collective déjà existante depuis de nombreuses années. Les volumes prélevables, en fait, ont été impactés quand même par le projet, ou le seront à terme quand les retenues seront constituées, puisque on va venir soustraire des volumes prélevables prévus, eh bien, dans les proportions qui ont été données tout à l'heure, les volumes qui auront été créés. De la deuxième baignoire, celle du dessus. Ce qui fait que ça, c'est vachement intéressant pour tous les autres irrigants parce qu'en fait, ça fait baisser la pression sur la ressource en nappe de Beauce. Et donc, normalement, on se précipite dans la crise moins vite puisqu'il y a moins de monde qui prélève dans la nappe pendant la période d'irrigation estivale. Alors, il y a des questions aussi qui sont... je me fais le relais du côté haut-marnais ou des territoires où il n'y a pas d'irrigation. Comment on pourrait envisager entrer dans ce genre de dispositif sur des territoires où il n'y a pas ce préalable d'irrigation? Je peux peut-être dire un mot simplement parce que
je pense qu'il faut faire déjà bien la distinction entre projet de territoire pour la gestion des eaux, les PTGE, hein, qui est une démarche collective et qui n'implique pas forcément la création de retenue, et puis la création de retenue. Et en matière de création de retenue, il faut faire la différence aussi entre un projet économique porté par un entrepreneur ou un groupe d'entrepreneurs, comme ça peut être le cas d'agriculteurs, et puis un projet pour lequel on cherche un financement public. Et ce projet en financement public, c'est celui-là qui nécessite un certain nombre de contraintes. Alors, un projet de retenue, même non financé, sans financement public, devra respecter un certain nombre de règles, hein, d'autorisation de loi sur l'eau, et puis de règles liées au SDAGE, hein, sur lesquelles Benjamin Bossan est revenu. Mais si on veut solliciter des financements publics, à ce moment-là, on doit rentrer dans un dispositif qui rejoint l'intérêt général. Hein. Je ne vais pas trop le développer, je leur dirai dans un instant. Et c'est à ce moment-là où, en effet, on doit être à certains contraintes. Donc, clairement, pour avoir des financements publics, aujourd'hui, on est sur des réserves de substitution. Donc, quand on n'a rien à substituer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existait auparavant, on ne peut pas être dans cette situation-là. Et après la substitution, si j'ai bien compris, l'exemple du bassin versant du Puiseau, c'est prélèvement dans une nappe. Donc, il y a, même s'il y a des secteurs où il n'y a pas d'irrigation, il y a des usages de l'eau, malgré tout déjà existants par les acteurs. Donc, après, effectivement, je comprends tous les enjeux aussi des études autour des diagnostics, de savoir quelle est la situation de départ et où est-ce qu'on veut aller. Peut-être que je vous donne la parole pour votre présentation, Monsieur Schneider, et puis ça alimentera aussi d'autres marques et okay. Des compléments de réponse. Je partage mon écran. Voilà, je pense que c'est bon. J'espère que vous le voyez. Je fais un petit réglage. Hop. Voilà. Alors, donc, je vais démarrer ma présentation. Donc, j'espère d'abord ne pas être trop redondant par rapport à Benoît Louchard et puis Sébastien Méry et Benjamin Bossan. Mais normalement, on doit bien se compléter. Bonjour à tous et à tous ceux que je n'ai pas pu saluer directement tout à l'heure. Donc, je vais vous parler des projets territoires retenus substitution. Et c'est vrai que c'est un des premiers points, mais je viens de le dire il y a un instant. Il faut vraiment faire la distinction entre projet de territoire et puis projet de territoire pour la gestion des eaux, c'est l'acronyme PTGE, et puis les retenues substitution. Benjamin Bossan a bien insisté dessus, mais je préfère y revenir. Donc là, dans un premier temps, je vais vous parler de ces notions de projet de territoire, cette démarche collective de mobilisation de tous les acteurs, de mobilisation d'outils aussi, pour avoir une approche globale sur le bassin versant. Et l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table, c'était déjà dit plusieurs fois, mais pour parler, bien sûr, quantité, problématique de quantité d'eau et d'accès de chacun à cette ressource, mais aussi de qualité chimique, écologique de l'eau, de tenir compte de l'évolution des conditions climatiques. Je crois que c'est évoqué, mais je veux vraiment y insister. On est aujourd'hui dans un contexte où on ne peut pas se poser des questions sur des projets qui, en plus de ça, sont des projets sur des investissements importants, des projets sur le long terme, sans intégrer complètement ce contexte du changement climatique et de l'adaptation qui est nécessaire. Voilà. Et puis, le PTGE, son objectif, je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas de créer des retenues. Son objectif, c'est de mettre tout le monde autour de la table, encore une fois, pour réfléchir à cette notion d'utilisation, d'usage de l'eau sur le territoire et au final, trouver des solutions qui vont permettre d'accroître la valeur, apporter une valeur ajoutée à ce territoire dans ce nouveaux usages ou ces évolutions des usages de l'eau. Et
peut-être, parmi ces valeurs ajoutées, parmi ces solutions, on verra émerger un projet de retenue. Alors, un projet de territoire et gestion des eaux, ça a été dit, c'est l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019 qui en fixe le cadre. Hein. L'instruction gouvernementale de 2015 avait déjà donné quelques notions, mais c'est vraiment ce texte qui a bien fixé tous ces limites. Je ne vais pas redonner tous les détails, mais je vais revenir sur des points importants. D'abord, il y a une notion de périmètre cohérent, périmètre hydrographique cohérent. Donc, dans le cas du Puiseaux-Vernisson, c'est le bassin du Puiseaux-Vernisson qui a été retenu. C'est une échelle qui était intéressante, hein, je pense, pour ce projet, parce que ce n'était pas une échelle trop grande, mais ce n'est pas le seul modèle. On voit émerger d'autres projets de territoire, et puis lors de la précédente réunion à laquelle je n'avais pas assisté, je sais que vous avez évoqué le projet de territoire de gestion des eaux pour la gestion des eaux de l'Armançon et du Serein, qui est une échelle beaucoup plus grande que celle qu'on a connue, hein, mais voilà, qui est tout à fait adaptée aussi, la notion étant cette cohérence hydrographique. Ensuite, eh bien, il faut rassembler tous les acteurs du territoire. Benjamin Bossan est longuement revenu dessus, je ne vais pas insister, avec cette notion de quand on a sur le territoire concerné un SAGE, eh bien, d'abord, c'est une orientation très forte, hein, qui est donnée par le SDAGE, mais par l'instruction gouvernementale déjà. Ce SAGE, cette clé, elle a vocation à être à l'origine du comité de pilotage. Un pilotage, voilà, c'est un pilotage si possible par la commission locale de l'eau, du SAGE, et puis l'approbation du préfet. L'État a bien sûr un rôle à porter dans la régulation, hein, et dans la validation du PTGE. Pas le pilotage, il faut le dire aussi, hein, c'est pas, c'est un rôle très important, le service de l'État, le rôle que l'agence peut avoir, le rôle de la clé, mais en tous les cas, le préfet n'est pas là pour piloter un PTGE. Il faut vraiment que ce soit les acteurs de l'eau qui se prennent en main et qui se mobilisent. Je vais le dire autrement, il ne faut pas non plus attendre des services de l'État ou de l'agence de l'eau qu'ils viennent vous mettre en place un PTGE. Ça ne peut venir que des acteurs locaux, c'est le sens même des PTGE. Et puis, un financement, alors Benoît Lecharles l'a évoqué tout à l'heure, pour mettre en place un PTGE, ce qui est important, c'est aussi de lancer une étude à un moment. Il y a une étude à lancer pour établir un diagnostic, et puis à partir de ce diagnostic, identifier le programme d'action. Ça a coûté 50 000 € pour le Puiseaux-Vernisson, et ça a été financé à 80% par l'agence de l'eau. Aujourd'hui encore, l'agence de l'eau peut financer des études de PTGE à ce taux de 80%. Alors, une petite attention, au 1er janvier 2022, il y a une révision du 11e programme qui est sur les rails, et d'ores et déjà, en fait, il est prévu à cette date que ce financement des projets de territoire et de gestion des eaux ne soit possible que sur les zones de répartition des eaux, donc sur les ZRE. Donc, en dehors des ZRE, l'agence de l'eau ne sera plus en mesure de financer, des études PTGE. Voilà. Sur le Puiseaux-Vernisson, de toute façon, on était on est toujours et on était sur des zones ZRE. Alors, le PTGE, au final, hein, je ne balaye pas tout le processus qui a été décrit par Benjamin Bossan. Le PTGE, c'est en effet 20 actions. Hein, 20 actions, je vais les évoquer, et une grande majorité de ces actions sont liées aux économies d'eau. Parce qu'un PTGE, même si on va parler qualité, ça fait partie des actions qui sont retenues, on est quand même sur la question du quantitatif. Alors, il y a eu 8 actions clairement ciblées sur la question de la diminution de la sévérité des étiages et des cours d'eau, et donc par là même d'identifier des économies d'eau. Donc, la mise en place de pratiques économes en eau pour les particuliers, les professionnels et entreprises,
puis parmi ces professionnels et entreprises, mais il y a eu un secteur particulier qui a été identifié, c'est les irrigants. Voilà. Et puis les collectivités. Voilà. L'ensemble des acteurs, des usagers de l'eau sur le territoire sont mobilisés pour mettre en œuvre des économies. Ensuite, il y a des aspects de connaissance aussi pour pouvoir piloter ces économies. Donc, mieux connaître les ASEC des cours d'eau, acquérir des connaissances sur les plans d'eau. Il y a un certain nombre de plans d'eau à usage plutôt de loisirs sur le secteur. Donc, c'était aussi une bonne connaissance de ces plans d'eau. Analyser l'incidence des forages proximaux et puis développer des systèmes de culture plus résilients à la sécheresse. Ensuite, il y a eu des actions qui ont été menées pour pour préserver les stocks d'eau souterraine. Donc pour ça, il y a eu des actions qui sont amenées par les collectivités, d'économies sur les réseaux d'eau potable. En fait, ces économies, on les fait notamment en réduisant les fuites des réseaux d'eau potable. Donc ça, c'est des actions qui ont été identifiées, qui sont à mener. Et puis parmi les 20 actions, on arrive sur la création des retenues d'eau pour l'irrigation agricole. Voilà. Et puis, je continue. Donc, il y a eu 6 actions visant à la préservation de la qualité de l'eau souterraine et la reconquête de la qualité de l'eau. Donc, il y a eu une action pour favoriser la rétention des eaux de drainage. C'est déjà le cas. Hein. Enfin, les retenues vont y contribuer, puisqu'en fait, la question a été posée à un moment dans le fil des discussions, mais un des aspects de ces retenues, c'est un moment de servir de bassin tampon pour les eaux de drainage qui sont collectées. Et puis, ces eaux de drainage qui vont séjourner pendant un temps, pendant plusieurs mois dans les retenues, il y a un abattement d'un certain nombre notamment des résidus, enfin des phytosanitaires qui peuvent avoir été collectés au travers des drainages ou de la matière organique qui vont s'abattre plutôt que d'aller directement dans le milieu naturel et dans le cours d'eau. Et puis, en plus des retenues, eh bien, il est prévu de réaliser des bassins tampons pour mener ces actions sans que ces bassins tampons aient des fonctions de réserve d'eau. Voilà, promouvoir des aménagements des parcelles agricoles pour réduire les produits phytosanitaires, sécurité les puits de forage, je vais passer rapidement, améliorer la qualité des rejets provenant des systèmes d'assainissement non collectif, réduire l'utilisation des substances impactant la qualité des eaux souterraines. Toutes ces actions, alors je n'ai pas tout à fait fini, donc actions de modification des systèmes agricoles pour l'adaptation aux changements environnementaux, des actions de préservation des zones humides. Là aussi, ça fait l'objet d'une question dans le chat. En fait, que les choses soient claires, il n'a jamais été envisagé de réaliser des retenues sur des zones humides. Hein. Ce serait strictement interdit par la loi et puis contraire au principe de toute façon projeté. Donc les retenues ont été construits, seront construits ou ont été construits sur des espaces qui sont tout à fait appropriés pour ça. Par contre, très rapidement, dès le départ d'ailleurs, a été évoqué avec les exploitants concernés la mise à disposition de terrains qui étaient peut-être pour certains d'anciennes zones humides qui avaient été dégradées au fil du temps pour être reconnectés et restaurés. Et puis, restauration de la continuité écologique des cours d'eau, notamment en déconnectant des étangs. Et pour ça, il y a d'ores et déjà des projets qui ont été réalisés. Voilà. Donc ça, c'était le PTGE. J'ai pris un peu de temps pour en parler. Et maintenant, je vais revenir sur l'exemple des retenues de substitution et des retenues de substitution du Puiseaux-Vernisson. Donc, vous voyez quand même sur cette image, hein, cette vue satellite, vue aérienne en tous les cas, on est sur des retenues qui sont constituées au travers de digues qui ont été en partie creusées, mais on est essentiellement avec des digues latérales qui permettent cette retenue d'eau. On est dans la plaine. Hein.
Alors, l'encadrement des aides pour les retenues de substitution. Parce qu'en fait, moi, ce que j'évoque, hein, c'est les projets qui sont financés par l'agence de l'eau, enfin, qui reçoivent des financements publics. Aujourd'hui, il y a pratiquement que les agences de l'eau qui financent les retenues de substitution. Et pour pouvoir financer ces retenues, il y a un certain nombre d'encadrements qui fixent des règles et qui s'imposent à tous, qui s'imposent bien sûr aux porteurs de projets qui sollicitent une aide, mais qui s'imposent aussi notamment à l'agence de l'eau qui doit respecter ces règles pour pouvoir attribuer une aide. Donc, la première que je voulais évoquer, c'est l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019. On l'a longuement évoquée, hein, c'est celle qui fixe le cadre du PTGE et qui indique que les agences de l'eau, enfin, les projets pour pouvoir être financés par les agences de l'eau doivent faire l'objet d'un PTGE. Il y a le 11e programme de l'agence de l'eau. Alors, chaque agence a son 11e programme, mais tous ont un volet lié à la question des réserves, du financement des retenues. Et puis, il y a un dernier point qui peut varier d'un projet à un autre, qui est le vecteur de financement choisi. C'est-à-dire que quand on est sur un projet de retenue, à un moment, on est sur un projet qui fait intervenir des porteurs économiques, souvent des agriculteurs, des irrigants, et forcément, on vient se télescoper avec l'encadrement européen des aides publiques. Et donc, pour pouvoir financer, il faut avoir un vecteur de financement, enfin ce que j'appelle un vecteur de financement. Alors, de façon classique, ça pourrait être les programmes de développement rural régionaux, les PDRR, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut encore que le PDRR inclut ce projet, hein, enfin, cette possibilité de financement. Pour des raisons complexes, d'ailleurs, je ne vais pas développer, mais ce n'est pas simple hein, pour une région de décider de mettre en place, d'inclure ça dans son programme. Derrière, il peut y avoir des impacts financiers plus globaux qui peuvent être négatifs pour le territoire. Ce n'est pas simplement une question de choix politique, hein, de dire on met ou pas, on inclut ou pas ce projet dans le PDRR. Et pour l'illustrer, ça a été la situation en centre Val-de-Loire. Hein. On a eu plusieurs discussions. Je sais que la Chambre a insisté auprès de la région à l'époque pour pouvoir inclure les retenues dans le PDRR. Les services de l'État, Benjamin Bossan avait aussi mené ces actions. Et puis nous, l'agence, on avait insisté. Mais après échange avec la région, et voilà, on avait bien identifié qu'il y avait une problématique même économique qui pouvait pénaliser le territoire si on l'inscrivait. Et la région, il faut le saluer, ça a été dit par Benjamin Bossan, a pris les choses en main et c'est la région qui a permis de mettre à disposition ce vecteur en portant un régime notifié auprès de Bruxelles, auprès de la Commission européenne, pour pouvoir nous permettre de financer, avoir ce financement public de ce projet. Alors, ça n'a pas été un régime notifié uniquement pour ce projet, hein, ça a ouvert un cadre. Bon, dans les faits, je pense que ce sera peut-être le seul projet qui sera financé au travers de ce cadre. Mais c'est vraiment, je ne sais pas si chacun mesure, mais ça a été une très grosse mobilisation de la région pour pouvoir mettre en place ce régime notifié. Et ce régime notifié, eh bien, lui-même intégrait un certain nombre de règles. Alors heureusement, beaucoup de règles venaient se recouper avec des règles qui existaient déjà, que ce soit dans l'instruction gouvernementale ou dans le 11e programme. Au final, on n'a pas eu de règles, de facteurs limitants, en tous les cas, au travers de ce vecteur de financement, mais encore fallait-il en tenir compte. Alors, les actions de préservation des stocks souterraines, donc pour pouvoir financer au travers du 11e programme, je vais vous les lister quand même, mais assez rapidement. D'abord, il faut que ce soit une action collective. Hein, l'agence, mais c'est vrai aussi au travers du régime notifié, on ne peut pas avoir un financement public pour une opération individuelle, voire même une somme d'opérations individuelles. Donc là,
dans le cas présent, c'est un projet qui a été porté par une CUMA. Il y a une CUMA qui a fédéré et la CUMA est propriétaire des retenues. Les retenues sont alimentées exclusivement par des eaux de surface et de ruissellement en période de hautes eaux. Donc, par exemple, pour Puiseaux-Vernisson, c'est entre le 1er décembre et le 31 mars. Donc là aussi, on ne vient pas constituer des retenues en puisant dans une nappe existante ou en puisant dans une parce qu'on pourrait se dire, il y a un problème de nappe dans la baignoire. Moi, j'ai bien aimé l'image de Benjamin Bossan tout à l'heure sur la grosse baignoire. On peut être au-dessus d'une baignoire qui a des problèmes et puis à quelques kilomètres, là, il y a justement une baignoire qui, elle, il n'y a aucun problème, il y a plein d'eau. Donc, ce transfert d'eau d'une baignoire à une autre, pour pouvoir créer des retenues, c'est pareil, ça ne fait pas partie des projets. Alors, c'est peut-être réalisable en projet économique, enfin, porté par des acteurs économiques, mais ce n'est pas compatible avec un financement public. Il faut tenir compte de l'adaptation au changement climatique, donc tenir compte notamment de la baisse du QMNA5 réduit d'au moins 10%. Annoncé enfin, c'est des projections qui sont retenues, uniquement en zone de répartition des eaux, donc en zone de tension quantitative, et la caractérisation de ces zones de tension quantitative, pardon, pas caritative, se fait par le critère zone de répartition des eaux. Pas de création de nouvelles ressources, j'ai déjà insisté là-dessus. Et puis, pas d'augmentation des volumes d'eau pour l'irrigation et pas d'augmentation d'ailleurs des surfaces irriguées. Dans le 11e programme, ce n'est pas d'augmentation des volumes irrigués et dans le régime notifié, c'était pas d'augmentation non plus des surfaces irriguées. Voilà. Donc, il y avait une double limitation de l'irrigation. Les volumes créés doivent se substituer à un volume prélevé précédemment. Donc là, dans le cas présent, pour un volume créé, on a retiré 1,25 volume substitué. Je le formule comme ça, mais ce n'était pas formulé exactement comme ça. Dans la dernière diapo, là, je vais vous le présenter. Et puis l'assiette de financement, ça c'est aussi un critère, mais qui n'a pas été un facteur limitant sur le projet. Donc l'assiette maximum, c'est 4,5 € par mètre cube constitué. Et enfin, eh bien, il y a eu un taux de financement. Alors, pour Puiseaux-Vernisson, c'est un taux de financement qui a été de 60% des travaux réalisés. Mais c'est parce qu'on a bénéficié aussi d'une période transitoire dans le 11e programme. Au 1er janvier 2022, eh bien, ne pourront bénéficier de ce taux de 60% que les opérations qui sont multi-usages, c'est-à-dire, par exemple, qui vont associer non seulement des objectifs d'irrigation, mais aussi, par exemple, des réserves pour faire de l'eau potable. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément bien adapté sur des territoires comme les nôtres, mais ça peut être le cas ailleurs. Et sinon, donc, on a un financement de 40%, qui est quand même un financement déjà très, très significatif. Alors, voilà, un petit schéma pour illustrer cette histoire de substitution. On est bien dans la substitution. Et donc, quand on est venu constituer 80 volumes de petites baignoires au-dessus, eh bien, on a supprimé 100 volumes d'autorisation de prélèvement des irrigants concernés dans la grande baignoire. Échappe. Oui. Alors, donc 100 volumes dans la grande baignoire. Alors, ce n'est pas uniquement les irrigants, je ne sais pas si ça a été dit, mais c'est bien sûr aussi ce quota de 100 a été retiré sur l'ensemble du territoire, enfin sur l'ensemble de l'OUGC et même de la nappe de Beauce. Toutes les autorisations globales de prélèvement sur la nappe de Beauce ont été diminuées. Il ne s'agit pas d'avoir des vases communicants et de réduire les autorisations de prélèvement pour les irrigants qui auraient constitué les réserves et puis de rouvrir cette autorisation pour d'autres. Voilà, j'ai ma dernière diapo pour vous donner des éléments de coût, puisque ça a quand même une importance. Donc, sur les retenues du Puiseaux-Vernisson, qui sont un peu moins de 400 000 m3 de réserves constituées,
c'était un coût d'1 600 000 €. 1 600 000 € qui inclut à la fois la partie construction, qui est le gros morceau, mais aussi la partie dispositif de remplissage. Et les aides, l'aide s'est élevée pour 60% à 957 000 €, presque 1 million d'euros, hein, donc attribués pour ce projet. Voilà, avec un certain nombre d'engagements de l'exploitant, du maître d'ouvrage, sur le fait de bien gérer pendant 10 ans ce projet, voilà, de ne pas augmenter les surfaces irriguées et les volumes irrigués, d'équiper chaque ouvrage d'un compteur de dispositifs d'enregistrement d'ouvrages prélevés. Je le dis là d'ailleurs, vous constituez une retenue, ça reste un prélèvement d'eau. Et ces prélèvements sont soumis à la redevance prélèvement qui est collectée par l'Agence de l'eau. Et puis mettre en place un suivi pendant la durée du PTGE pour s'assurer de la bonne mise en œuvre aussi du projet de territoire. Voilà, ben, j'en ai terminé. Merci pour votre attention et puis ben, peut-être des questions à présent pour compléter la discussion. Merci, effectivement, c'était 3 présentations très, très complémentaires et croisées, c'est très plaisant. Clara, est-ce que tu as retrouvé l'usage du micro? Oui, peut-être. Vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes? Oui. Alors, pour l'instant, surtout des remarques. Donc, une remarque sur la difficulté possible de trouver un porteur pertinent au futur projet de PTGE, notamment en l'absence de sages sur le territoire, ce qui peut être le cas pour nos territoires. Et donc, l'organisation des acteurs locaux est une difficulté préalable à prévoir. Si l'un d'entre vous veut réagir à cette remarque. Oui, non, mais c'est absolument vrai. Ben, il faut qu'il y ait l'émergence d'un groupe, d'un collectif qui veut porter. Je voulais le dire, je l'ai peut-être pas assez dit dans ma présentation, mais je veux quand même remercier beaucoup la Chambre d'agriculture du Loiret qui à un moment, d'abord a su vraiment jouer ce rôle en portant l'étude. Hein, alors, la Chambre n'a pas piloté en soi et n'a pas porté le comité de pilotage puisque c'était le SAGE, mais elle a porté l'étude et c'était un élément indispensable à un moment pour le fonctionnement. Donc je profite de la présence de Monsieur Méry pour remercier à nouveau pour cette contribution parce que certainement sans cette implication ça n'aurait pas pu voir le jour. Mais en même temps, je pense que la Chambre n'aurait rien pu faire elle-même s'il n'y avait pas eu ce collectif qui s'était monté et puis ce mouvement global des acteurs du territoire pour le mener. Pour rajouter par rapport aux propos de M. Schneider, pour nous, la Chambre d'agriculture, c'est vrai qu'en plus, sur notre mandature, la gestion de la ressource en eau et la mobilisation quand c'est possible, ça faisait partie d'un point important dans la mandature. Et donc, de ce projet, comme l'a rappelé Benjamin Bossens, cette idée et ce projet des agriculteurs a débuté en amont quand même, et cette réflexion, mais il nous a paru important pour ce premier, je dirais, PTGE sur notre région, que la Chambre s'implique pleinement pour aider et pour pouvoir aboutir au résultat qui est obtenu aujourd'hui. Parce que si on ne s'était pas impliqué fortement, je pense que ça aurait légèrement bloqué. Et comme on a dit, en tant que Chambre d'agriculture, on l'a vraiment porté. Aujourd'hui, il va y avoir un programme d'action, il va y avoir aussi ce qui est eau, irrigation pour des agriculteurs, cette réserve de créer. Mais Benjamin Bossens l'a rappelé, il y a une substitution dans le milieu et ça va aussi profiter, on l'espère, à l'ensemble des irrigants et des utilisateurs de la ressource, puisqu'on sera on espère être moins en tension et les agriculteurs à côté vont aussi bénéficier, même s'ils n'ont pas fait le choix d'investir et d'aller dans le groupe, mais profiter de cette construction de stockage et je dirais, de par la substitution, avoir
un milieu et une ressource peut-être un petit peu moins sollicité, quoi. Donc, c'était vraiment évident pour nous, en tant que Chambre d'agriculture, d'emmener le financement de cette étude. Une autre remarque ou information, pour le Grand Est, les retenues ne sont pas à ce jour finançables dans les PDR. Des réflexions sont en cours sur ce sujet en vue de l'élaboration du prochain PDR. Juste une information là-dessus. Une remarque aussi sur les zones humides. Apparemment, donc les zones humides type terre arable, on peut réaliser des projets de retenue d'eau en compensant les fonctions touchées par le projet. Je ne sais pas si vous hochez de la tête, Monsieur Schneider. Enfin, bon, c'est pas forcément ça. Je veux juste évoquer un peu des discussions qu'on a pu avoir avec les porteurs de projets, avec les acteurs, hein, d'une façon générale. Au début, quand j'ai présenté ce que j'ai pu vous présenter là, hein, toutes les contraintes, il faut les appeler comme ça, hein, pour pouvoir déclencher des financements publics. Une grosse partie de la discussion, c'était de dire, bah oui, mais tiens, celle-là, par exemple, là, je prends les zones humides, c'était pas le cas, mais je prends cet exemple-là, oui, bon, d'accord, mais si on compense, on pourrait peut-être pouvoir faire ça. Moi, j'ai répété le message assez tôt, hein, on est dans un projet collectif. Et en plus de ça, on doit emmener tout le monde, hein, sur ce projet-là. Si on veut commencer à aborder ce projet-là en regardant toutes les coches, pas de contraintes, mais d'exigences pour se rapprocher d'un projet d'intérêt public. Si on regarde toutes ces cases et qu'on essaye de les manier du maximum pour les réduire au maximum, on n'a aucune chance d'emmener collectivement tous les autres. Il y a avec nous autour de la table des représentants des associations d'environnement, il y a des industriels, il y a des collectivités. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir une démarche volontaire. Alors, en effet, parmi tous ces critères, il y a peut-être des domaines, des fois, d'adaptation, des marges de manœuvre sur lesquelles on peut avoir. Mais si on part dans l'idée de se dire on va fixer tous les curseurs au plus bas sur tous les critères, je pense que ce n'est pas la peine d'user trop d'énergie parce bien évidemment, on n'arrivera pas à emmener tout le monde et c'est nécessaire d'emmener tout le monde. Qui plus est, j'ai envie de rajouter dans un projet financé par l'Agence de l'eau, parce que à un moment, c'est pas Francis Schneider dans l'intimité de son bureau qui décide de mettre 1 million d'euros de l'Agence de l'eau sur ce projet-là. Il fait un bon rapport pour expliquer que c'est pertinent, qu'on a bien travaillé. Vous m'entendez ? Oui. Et moi, vous m'entendez ou pas ? Oui. Oui. Ouais. Et donc, le rapport de Francis Schneider, il va être présenté à la commission des aides de l'Agence de l'eau pour des montants comme ça, de gens qui connaissent pas le projet. Dedans, il y a des gens intéressés par les retenues, il y a des gens pour qui c'est le cauchemar une retenue. Enfin voilà, c'est la commission des aides de l'Agence de l'eau, c'était la même composition quasiment que la clé, mais avec des gens complètement indépendants du territoire et qui le regardent froidement, d'où l'importance, comme le disait Francis, de pas faire. Voilà, c'est vachement engageant, c'est-à-dire qu'on peut pas dire bon ça, on va le réduire au minimum parce qu'on a des gens qui vont dire non mais Madame la directrice de l'Agence de l'eau, vous rigolez, ils font pas assez dans tel et tel domaine, on va quand même pas mettre 1 million là-dessus. Donc c'est vrai que c'est faut pas juste avoir envie de rhabiller le projet de retenue qu'on a dans un coin en essayant de le verdir un peu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est engageant, mais après ça vaut le coup. Hein, quand in fine il y a 1 million qui arrive sur ce projet de cette retenue, on l'a pas fait pour rien. Hein. Cécile, je vois que Christophe Chichnek demandait d'intervenir. Oui, c'est bon, je peux parler ? Oui, allez-y. Bonjour. Alors, Christophe Chichnek, coordination rurale. Quand vous avez fait le listing des contraintes, moi je voulais vous présenter le problème de la de la Chambre du 47, Lot-et-Garonne, qui s'est autofinancé un lac de réserve, une retenue. Aujourd'hui, le président de chambre et son adjoint ont chacun 24 mois de prison ferme avec une amende de 150 000 €. Est-ce que vous êtes au courant de ce dossier ?
Non, je ne connais pas le détail de ce financement, ni de ce dossier, ni de son financement. Et je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être que vous allez nous le dire, ils ont été condamnés ou inquiétés. Alors, ils sont deuxième niveau de condamnation, hein, c'est une cour d'appel et une cour administrative. Ils ont eu l'autorisation des instances directes et aujourd'hui, il y a eu des recours par des environnementalistes. Et ça se passe très mal. Je pense que ça fait le TF1 ou ça fait les médias, enfin, on va dire tous les 3-4 mois sur TF1 ou sur Antenne 2. Donc, c'est un exemple de risque. Quand vous parlez de lister les risques et les contraintes, ils n'ont demandé aucun financement. Et aujourd'hui, le constat, le jugement final va s'opérer au mois de mars, entre le 20 et le 30 mars. Et aujourd'hui, le constat, c'est 24 mois de prison avec le président de chambre, son adjoint, et 150 000 € d'amende, je crois, à titre perso. Bon, alors je ne peux pas commenter parce que je ne connais pas le sujet, mais simplement, en effet, le risque, mais sur un projet comme le Puiseaux Vernissons, le risque n'est pas non plus complètement enlevé d'avoir des contestations. Et Benjamin Vaussan décrivait un peu la façon dont ça se passait dans une commission des aides. Au sein de la commission des aides, on peut aussi avoir des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec la décision finale qui a été prise et qui pourraient mener à bien une contestation. Bon, j'imagine pas forcément, enfin, j'identifie pas en tous les cas des situations qui pourraient conduire à des peines de prison telles que ça a été évoqué. Mais bon, je connais pas suffisamment le sujet. Par contre, un risque, c'est une remise en cause, par exemple, une remise en cause de la subvention. Ça pourrait, s'il y avait un recours et si ça avait été fait, ou une remise en cause de l'autorisation administrative faite par les services de l'État pour construire, qui sont deux choses différentes. Voilà, donc ce risque, il est toujours là. Et justement, enfin, moi, je pense que ça ne peut qu'appuyer ce que j'évoquais, Benjamin Vaussan prenait à l'instant, la façon de limiter ce risque. C'est le principe d'ailleurs de l'instruction gouvernementale de 2019. Hein. Pourquoi on vient faire émerger ces PTGE? C'est que Sylvain avait marqué les esprits, et puis il n'y a pas que Sylvain, partout en France, tous les projets ont des grosses difficultés, sont confrontés à des oppositions. Et donc l'idée de mettre en place les projets de territoire de gestion des eaux, en amont de ces projets de retenue, c'est de déminer au maximum, d'essayer de déminer, d'instaurer des dialogues et d'arriver à un consensus qui permet de prendre une décision sur ces retenues. C'est pas une sécurité à 100%, ça n'existe pas, hein, il n'y a pas de sécurisation à 100%, mais c'est certainement beaucoup mieux de partir sur un projet. Je ne sais pas si c'était le cas du projet que vous évoquiez, avec derrière des oppositions et puis probablement un niveau de sécurisation bien moins important que peut avoir un projet qui a fait l'objet de longs échanges et de diagnostics partagés. Ça, dans le PTGE, c'est important, hein, un diagnostic partagé, et c'est à partir de là qu'on vient prendre une décision et un programme d'action qui favorise en tous les cas la sécurisation après du projet. Oui, aujourd'hui, on est plutôt dans une sanction orientée, puisque même le ministre Pompili de l'écologie met des décisions, enfin émet des revendications là-dessus. Enfin, voilà. On refermera la parenthèse, hein, je ne suis pas là pour ça. Mais bon, Alain, il faut qu'Alain entende le message quand même. Un risque de prison ferme pour un président de chambre, c'est quand même grave. Hein. Bien sûr. Ouais. Bon, je pense que ça mériterait quand même de connaître le détail de ce qui est reproché aux uns et aux autres. Parce que, bon, mais simplement, je voulais préciser qu'au niveau national, ministériel, si vous l'évoquez, il y a une volonté, dans la foulée des assises de l'eau, il y a des objectifs forts, hein, de mettre en place des projets de territoire de gestion des eaux. Ce qui est différent des retenues, hein, mais il y a une volonté affirmée du gouvernement, des ministres, pour pouvoir favoriser la mise en place des PTGE. L'agence de l'eau Seine-Normandie est tout à fait favorable à l'émergence de projets de territoire et de gestion des eaux. Serein-Armançon, c'est un exemple. Hein, je l'ai déjà cité tout à l'heure, il y a un représentant du SNDVA qui est là. C'est un projet qui est accompagné par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Puis on a d'autres projets qui émergent, pas énormément, hein, mais quand ils sont là, quand ils émergent, on vient les accompagner autant que possible.
Merci. Je crois qu'on a une question à 3. Oui, 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 bonjour, Éric Launois. Moi, j'aurais une question, ou une réflexion plutôt. Le département de l'Aube et la Haute-Marne, surtout l'Aube, a déjà de l'irrigation, mais j'ai entendu dans les propos que c'était surtout pour agrandir ou pour déjà développer des irrigants qui fonctionnaient déjà. Nous, ce serait sur certains secteurs, pour apporter de l'eau à des nouvelles plantes ou à des gens qui ne sont pas irrigants. Donc, et en Haute-Marne, je pense que c'est aussi ce cas-là. Je n'ai pas trop entendu dans vos propos quelque chose de développement, parce que là, je suis complètement d'accord avec mettre tout le monde autour de la table, donc là, ok, mais est-ce que l'utilisation de l'eau pourrait être du développement à vos yeux? Je veux juste te dire, mais je l'ai dit dans ma présentation, on peut toujours faire des projets, mais des projets publics, des projets qui fait appel au fonds public, qui fait appel à une solidarité, à un moment collective. Ça ne peut être que des projets qui ont fait la démonstration de leur intérêt général. Et un projet qui est de juste créer une activité économique, ou au travers de l'irrigation. Alors, je ne sais pas si ma démonstration est d'ailleurs tout à fait pertinente, mais dans les faits, c'est la réalité. Il ne faut pas s'attendre à pouvoir bénéficier de financements publics, des financements de l'Agence de l'eau, si on est sur un projet qui vient créer de l'irrigation qui n'est pas forcément une voie qui est promu pour un usage de l'eau collectif plus raisonné. Bon, là, on est sur un autre débat que je ne vais peut-être pas engager. Comme le dit Francis Schneider, en fait, la création de ressources n'est pas financée. Donc déjà, ça émet, il y a un frein, même d'un point de vue, je dirais, projet agriculteur, sachant que ce n'est pas financé pour y aller, pour se lancer dans la démarche. Et par expérience aussi, alors après, il y a faut la volonté aussi. Nous, on remarque sur notre département où il y a déjà une irrigation qui est présente, finalement, les agriculteurs qui s'intéressent à la ressource en eau, c'est déjà des irrigants. En fait, on n'a pas une prise de conscience de non-irrigants autour de cette ressource en eau et de personnes qui vont se mettre en avant pour essayer de porter aussi des projets, des réflexions. On ne dit pas que le fait qu'il n'y ait pas de financement, ça freine quand même énormément, mais on manque aussi de sollicitations et de porteurs de projets. Ce n'est peut-être pas le cas dans votre département où les agriculteurs sont peut-être plus sensibilisés, mais c'est ça aussi qui manque souvent, déjà dès le départ, d'avoir des personnes qui se mettent ensemble à réfléchir à des solutions. Après, est-ce qu'elles sont possibles, est-ce qu'elles ne sont pas possibles, à voir par la suite, quoi. Oui. C'est certainement une très bonne réflexion et ça fait partie de nos craintes au niveau du département de l'Aube et de la Haute-Marne. Ce que je veux rajouter par rapport aux interventions précédentes, c'est quand même qu'on est sur 2 départements qui ont beaucoup contribué, justement. Le niveau agricole a beaucoup contribué quand même. Il y a 3 grands lacs réservoirs aujourd'hui qui existent sur nos 2 départements. Donc, on a beaucoup donné. On a une ressource qui est quasiment illimitée à ce niveau-là entre la nappe de craie sur le nord du département et puis ces réservoirs qui sont présents aujourd'hui. Donc, c'était vraiment ça qui amène la réflexion au niveau des agriculteurs. Par contre, je suis entièrement d'accord avec vous moi, je pense il faut mettre les choses sur la table. Il faut aussi qu'il y ait un contexte économique qui amène la réflexion de l'irrigation pour des productions pour une sécurisation des productions et une qualité des productions. C'est ça notre réflexion. Il y a 2 niveaux. Il y a le fait d'obtenir l'autorisation. Après, le financement, j'entends bien que il faut avoir une autre
que la clé d'entrée, là, n'est pas facile à aller chercher puisque la substitution n'existe de fait pas de toute manière. Dans les débats que les élus ont, Sandrine Renaud, Chambre d'agriculture, on a aussi cette question d'un volume d'eau à disposition très important à un moment donné et qui va manquer au moment où les plantes en ont besoin. Comment, donc j'entends le sujet de substituer les volumes déjà utilisés pour l'irrigation. J'ai envie de dire ça, c'est des pratiques du passé qui vont perdurer. Et moi, j'ai le sentiment qu'on va devoir créer de la réserve pour des gens qui ne sont pas des irrigants, mais qui auront besoin d'un tour d'eau pour faire lever une culture qui sera mal. Et on aura, vu la pluvio et je ne suis pas spécialiste du changement climatique, mais j'ai quand même l'impression que même si le volume se maintient, on va avoir des périodes où l'eau sera là et d'autres où elle sera moins là. Est-ce que le PTGE ne peut pas nous aider justement à prévoir ça, à organiser ça pour demain ? Si, moi je pense que c'est effectivement l'intérêt du PTGE. Effectivement, si vous êtes dans de la création nette, ben, effectivement, hein, il y a l'agence de l'eau, c'est son conseil d'administration a décidé de ne pas financer ça, mais ça ne vous empêche pas de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de financement de l'agence de l'eau pour ça, mais le PTGE, l'intérêt, c'est effectivement de mettre les gens autour de la table, d'avoir des gens techniquement pointus qui vous aideront à réfléchir sur est-ce que ça va tenir ou est-ce qu'on va dans le mur parce que, voilà, comme vous disiez, on n'arrive même plus à avoir certaines cultures qui lèvent. Donc, je pense que si vous avez un souci de gestion quantitative de l'eau, avant même de penser qui va nous payer nos retenues, est-ce que c'est nous, est-ce qu'on va se faire aider par quelqu'un, ça vaut sans doute le coup de réfléchir à ça. Enfin, je pense que Sébastien Méry c'est ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Hein. Ouais, je partage à 100%, je dirais, sur cette création de ressources. Alors, ça a été évoqué sur la région avec, sur l'Aube et avec les lacs qui contribuent, je dirais, à réguler un peu la Seine. On peut aussi, dans la création, faut que ça soit validé par tout le monde, mais avoir un multi-usage de cette ressource en eau et pourquoi pas une petite partie pourrait contribuer à du développement agricole et ces réserves à d'autres fonctions aussi pour soit du soutien d'étiage de rivières sur des bassins, donc à mon avis, il ne faut pas se fermer les portes et il faut étudier toutes les pistes et après en fait, à un moment, il faut aussi des hommes qui emmènent ces projets, voir ces projets multi-usages, de discuter avec tout le monde. Enfin, moi, quelque chose qui me marque aussi sur le département, et on en avait déjà discuté avec Benjamin Bossan, c'est qu'on traite, on a la ville de Montargis, enfin pour vous situer sur ce bassin-là. D'un côté, on traite la protection de Montargis et des zones urbanisées pour la prévention des crues, où on aurait besoin de contribution des agriculteurs pour à un certain moment évacuer l'eau avant qu'elle arrive dans l'agglomération, dans les parcelles, et puis qu'elle revienne tout doucement. Et d'un autre côté, en silo, sans forcément se parler, on va traiter la problématique de l'irrigation et du stockage de l'eau. Je ne dis pas qu'on peut forcément y arriver, mais de mixer l'ensemble et de réfléchir ensemble sur une solution acceptable pour tout le monde et acceptable pour le milieu, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se passer de s'intéresser au milieu. Je pense que là, il y a un intérêt et on pourra mobiliser peut-être une partie de cette ressource aussi pour ce qui nous intéresse, pour l'agriculture, pour le développement du territoire, pour le développement économique aussi de l'agriculture et la diversification. Donc, je pense que là, il y a vraiment un enjeu à faire parler différentes parties pour pouvoir construire quelque chose qui profite à tous.
Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous évoquez la ville de Montargis. À côté, il y a Pithiviers, il y a Orléans. Ça fait un siècle que réinjectent avec l'eau dans les nappes, avec une régulation. Ils réinjectent les nappes avec l'eau de la Loire. Et nous, on a quand même 3 lacs chez nous. Si, ça fait un siècle que ça existe. Et chez nous, on a 3 lacs. Il est possible aussi de réinjecter de l'eau dans les nappes. Alors, peut-être pas dans toutes les nappes parce que nous n'avons pas les mêmes sous-sols qu'eux. Mais c'est des études quand même peut-être. Juste une chose, je pense que vous avez raison. Ça fait un siècle qu'on pense, ou que des gens pensent à réinjecter de l'eau de la Loire dans la nappe de Beauce. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune goutte de la nappe de Loire qui est injectée aujourd'hui dans la nappe de Beauce. Mais vous avez raison, c'est des sujets qui sont encore qui émergent. C'est sorti encore il y a quelques semaines. Mais ça se pratique depuis Eiffel, depuis plus d'un siècle. Enfin, visitez-le. Oui, bien sûr, il y a la nappe phréatique, enfin la nappe alluviale qui elle-même, il y a des liens entre nappes, mais c'est pas de l'injection. On n'a pas une dérivation de la Loire qui vient plonger pour alimenter. Non, mais elle est un peu forcée. Sincèrement, en étant sur le département, on n'en a pas connaissance. J'ai bien connaissance, comme a dit Francis Schneider, il y a eu des projets, il y a eu des hommes du département représentant la profession agricole qui ont évoqué ces projets il y a un certain nombre d'années. Mais par contre, j'en ai pas connaissance que ça existe. Enfin, ni Benoît, ni moi n'en avons connaissance, quoi. Monsieur Eiffel a travaillé en effet sur le département, sur la construction d'un pont, canal, sur des écluses aussi, sur de l'alimentation de canaux de navigation, mais par contre sur le côté recharge de nappe, non, pas encore. Ben, c'est parfait, il faut lire le bouquin jusqu'au bout. C'est très gentil, merci. Je pense qu'on va pouvoir penser à conclure notre visio pour respecter les délais. Alors, je fais un grand coucou à Bernard Flammarion, qui, je sais, est avec nous. Oui, qu'il a remis son micro et sa caméra. Formidable. Allez-y, je vous laisse la parole. Voilà, merci. La conclusion, merci. Merci Cécile. Je voudrais remercier tous les intervenants, tous les témoignages qu'on a eus. On voit qu'on est sur un sujet important, sensible. Enfin, toutes les remarques qu'on vient d'avoir en fin de visio, on sent bien qu'il y a des besoins, mais il y a aussi des tensions. Je crois qu'il va falloir écouter vraiment tout le monde. On a eu sur ces 2 demi-journées des différentes innovations pour stocker l'eau à des moments où il y en avait en abondance, pour s'en servir à des moments où elle manquait. Nous pouvons, sur nos départements, certainement nous servir de ces travaux, mais nous avons aussi peut-être d'autres solutions, et mon homologue du Loiret en parlait, et moi j'ai à peu près le même cas sur mon département. Moi je suis de Haute-Marne, un secteur où on irrigue peu, voire pas du tout, mais par contre où on a besoin d'eau pour nourrir les animaux l'été. Suite aux différentes sécheresses, on a plus besoin d'eau maintenant qu'avant. Et en ce moment, on nous demande, sur le bassin de la Meuse, de faire attention, de fournir nos terres pour créer des surinondations, pour préserver des villes qui sont en aval. Et puis, nous, l'été, on manque d'eau, donc on se dit peut-être qu'en se mettant tous autour de la table un peu en amont pour des projets comme ça, on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions qui pourraient servir un peu à tout le monde. Je crois qu'il va falloir qu'on communique bien sur nos pratiques à venir, sur nos pratiques agricoles, auprès du public, auprès de nos détracteurs, puisqu'il y en a beaucoup, auprès de nos représentants politiques, afin qu'ils comprennent bien que l'agriculture est un acteur économique de nos territoires. Et on sait que l'agriculture a besoin d'eau, Alain le rappelait bien dans son introduction. Il ne faudra pas se tromper d'intérêt quand nous aurons des projets hydrauliques. Mais bon, soyons positifs. Nous sommes donc au début de nos réflexions.
Nos prochaines étapes sur nos départements sera de réunir, et puis messieurs Bossan et messieurs Schneider l'ont bien montré dans le PTGE qu'ils ont eu à construire, qu'ils ont réuni tout le monde autour de la table. Ça sera le conseil régional, la DDT, l'État, les agences de l'eau, les collectivités locales, bien entendu la Chambre d'agriculture qui pour moi est incontournable, afin d'identifier les besoins pour imaginer des solutions, mais aussi trouver des financements. Cette rencontre, Cécile m'en a parlé, devrait avoir lieu mi-février, la première. Elle sera un début de construction. Il y en aura d'autres derrière. Et ensuite, nous pourrons communiquer auprès des agriculteurs des solutions que nous aurons pu trouver. Je sais qu'il y a déjà 2-3 demandes d'agriculteurs qui viennent d'arriver à la Chambre d'agriculture et nous devons pouvoir leur répondre rapidement. Voilà, j'en terminerai avec ça en vous donnant rendez-vous à certains autour de la table pour continuer nos réflexions, et puis à d'autres un peu plus tard pour communiquer sur ce que nous avons pu trouver. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et Cécile peut peut-être terminer si elle a quelque chose à rajouter. Merci à vous. Merci Bernard. Non, tout est dit. Merci beaucoup à vous. Je remercie mes 2 collègues de l'ombre, Clara et Aurélie, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Aurélie qui est notre plume et qui va, je pense, nous aider à faire un article pour continuer à parler positivement de ces réflexions et de ce travail qui est en émergence. Merci à tous et bonne continuation.